Bienvenue à tous pour ce 5e TMA Talk consacré aux mandataires de justice. C'est une exception française. Le mandataire de justice, ce sont 545 000 professionnels en France aujourd'hui. Qui est-il? Que veut-il? À quoi sert-il? La seule évocation de son nom fait frémir les dirigeants d'entreprise. Et pourtant, ceux qui ont pu l'expérimenter en gardent souvent un bon souvenir. Objet de tous les fantasmes et de toutes les attentes, souvent critiqué mais jamais remplacé, le mandataire de justice, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire est-il l'homme ou la femme qu'on adore détester? Et attention, en cette période de troubles économiques, l'actualité est très très chaude, cette profession méconnue est au centre de toutes les attentions, elle catalyse aussi tous les reproches. Sont-ils assez efficaces? Ne sont-ils pas trop coûteux? Quelle aide réellement peuvent-ils apporter au soutien des entreprises en difficulté? Quelle est au fond leur raison d'être? C'est à toutes ces questions et à quelques autres que nous allons tenter de répondre avec nos invités. Arnaud Marion, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, dirigeant d'entreprise, expert en gestion de crise. Vous avez assumé près de 450 mandats d'entreprises en restructuration, on ne les compte plus. Vous avez fondé en 2020 l'Institut des hautes études en gestion de crise. Vous avez publié au début de l'année aux éditions Erol un livre qui retrace votre expérience Partout où je passe, les mêmes erreurs. Et vous publiez ce jour même en librairie votre nouvel ouvrage 21 semaines pour se relever de la crise. Bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Patrick Prigent, vous exercez depuis 30 ans la profession d'administrateur judiciaire à Versailles. Vous avez prêté serment en 2009 après avoir été collaborateur et vous avez pris la présidence de l'ASPAGE en début d'année dernière. L'ASPAGE, c'est le syndicat professionnel des administrateurs judiciaires. Lucille Jouve, vous êtes mandataire judiciaire, vous avez prêté serment en 2013, vous avez exercé toute votre activité au sein de la société MJA, Société de mandataires judiciaires, qui fut la première étude en France à grossir véritablement et à faire de cette activité autre chose que de l'artisanat en études. MJA est réputé pour la qualité de ses prestations et pour l'importance de ses implantations professionnelles. Bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, j'accueille Véronique Daubel. Véronique Daubel, vous avez une double formation puisque vous avez exercé d'abord comme collaboratrice au sein d'un cabinet d'administrateurs judiciaires réputé avec Maître Valliot, Maître Le Guernevet, Maître Abitbol pendant plus de 20 ans. Vous avez rejoint ensuite l'équipe Restructuring d'Auguste et de Bouzy et vous avez fondé en 2019 votre propre cabinet Baucher Daubel avec Maître Mylène Baucher, qui est classé 2 ans après sa création incontournable par le magazine Décideur. Et c'est parti pour 1 heure de débat. Je lance tout de suite le premier thème. On va mettre les pieds dans le plat. Le mandataire de justice fait peur. Pourquoi fait-il peur? On va essayer d'examiner l'appréhension légitime ou pas des dirigeants à l'évocation de ce nom et à l'idée qu'ils interviennent dans leur entreprise. Donc, la peur des dirigeants, c'est quoi? C'est des craintes irrationnelles, c'est fondé, un peu de tout ça. Je ne sais pas qui veut commencer. Donc en fait, le dirigeant, il est confronté à une lexicologie très défavorable. D'une part parce que il y a le mot judiciaire et d'autre part il y a le mot tribunal. Donc du coup, ça le rassure pas vraiment. Ce qui signifie que la notion de commerce, de commerçant, parce qu'il oublie qu'il est jugé par ses pairs, elle passe au second rang. La deuxième chose, en dehors de la lexicologie, c'est que lui, il a un sentiment de culpabilité ou de responsabilité qui est souvent énorme et il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas s'il va perdre son entreprise, il ne sait pas si ses cautions, s'il en a mises, vont être exécutées. Donc, il est dans une espèce d'incertitude. Donc, tout ça lui donne une appréhension et il rentre, troisième sujet, dans un monde qu'il ne connaît pas et qu'il n'appréhende pas et dont il ne connaît pas les codes. On pense que quand on a déposé le bilan,
on peut redresser son entreprise, c'est fait pour. Mais quand on dépose qu'on n'a pas d'argent et que l'entreprise n'est pas rentable, c'est pas le redressement judiciaire qui va rentabiliser l'entreprise. Donc du coup, il découvre un certain nombre de règles. Il est obligé de payer ses charges sociales, il est obligé de l'avoir de l'argent en banque, il est obligé de tout faire contresigner. Voilà un peu ce qui l'affole en fait. Et alors, comment est-ce qu'on surmonte ces appréhensions, Patrick Prigent, quand vous rencontrez un administré pour la première fois ou quand il n'est pas encore décidé, vous lui dites quoi? Moi, je pense qu'on surmonte ces appréhensions en lui tenant un langage de vérité et en essayant de gagner sa confiance. C'est pas gagné d'avance, mais l'objectif, c'est de lui faire comprendre effectivement la complexité du rôle du mandataire de justice, qui est, soyons clairs, un petit peu schizophrène lui-même, hein, d'ailleurs, dans son rapport à l'entreprise, puisque je parle en particulier pour les administrateurs judiciaires, et c'est à mon sens aussi vrai pour les mandataires judiciaires avec des aspects différents. Nous sommes là pour l'aider, pour aider l'entreprise en tout cas. Alors c'est déjà une première nuance. On aide l'entreprise, ça ne veut pas forcément dire aider le chef d'entreprise, les intérêts peuvent être divergents. Mais nous sommes aussi les représentants alors, de la justice plutôt que du tribunal. Je préfère ce terme. D'ailleurs, on est mandataire de justice. Et les mandataires de justice, ce ne sont pas les mandataires du tribunal. On n'est pas là pour exécuter l'éventuelle idée préconçue d'un magistrat. On n'est même pas là pour exécuter une politique judiciaire, hein, puisque les juridictions, on le sait, peuvent avoir des orientations, certaines être plus répressives que d'autres en matière de faute de gestion, certaines être plus ou moins laxistes ou favorables au plan de redressement. Nous, on est là pour faire notre job, c'est-à-dire appliquer la loi, faire respecter les dispositions légales et réglementaires, mais avec pour objectif principal, et c'est ça qu'on va essayer de lui faire comprendre et qui normalement doit l'amener à nous faire confiance, sauver l'entreprise. Lucille, Véronique, je vais vous faire réagir dans un instant, mais avant ça, je voudrais qu'on écoute le témoignage d'un chef d'entreprise. Il s'appelle Jonathan, il a expérimenté les 2 procédures, redressement judiciaire et prévention. Il a accepté de témoigner à visage découvert. Vous allez voir, c'est étonnant. Aller voir un administrateur judiciaire, ça vous faisait peur? Non, pas vraiment, puisque j'ai eu la chance dans ma formation, quand j'étais à l'école, d'avoir accès à des administrateurs judiciaires qui nous avaient accompagnés, qui avaient participé également à notre formation, qui étaient venus nous dispenser des cours. Et donc j'avais eu la chance de pouvoir le vivre de l'intérieur, depuis un cabinet, de voir dans le cadre de la mission d'un administrateur judiciaire, exactement les tenants et aboutissants de ces actions. Et c'était quelque chose de très rassurant dans l'hypothèse un jour d'en avoir besoin, et puis le jour où j'en ai eu besoin. Donc non, ça ne me faisait pas peur. En revanche, je pense que si je n'y avais pas eu accès dans le cadre de mes études, je pense que ça aurait été le truc le plus flippant que j'ai jamais connu. Ben, je crois que j'ai pas de pire souvenir. Si, peut-être un. Je pense que mon pire souvenir, ça a été de faire face à l'avalanche de procédures et de travail administratif qu'il y avait à faire juste au lendemain du prononcé d'ouverture de la période d'observation. Je pense que l'avalanche de travail qui était à mener auprès des banques, auprès des fournisseurs, auprès des clients, les rassurer, les clients, communiquer avec l'ensemble des salariés, la charge de travail administratif qui m'est tombée dessus au lendemain de l'ouverture de l'observation, je pense que ça a été le plus mauvais souvenir, mais on est loin d'être sur quelque chose de dramatique. Hein. Lucille Joux, Véronique Daubel, donc il y a quelque chose de frappant dans le témoignage de Jonathan. Il nous dit d'abord, c'est bien parce que je savais ce que c'était. Il nous dit ensuite qu'il a été sous un amoncellement de tâches à réaliser. Donc un peu 2 questions pour vous deux. Lucille Joux, combien de vos liquidés ou administrés viennent vous voir en connaissant déjà le métier et combien au contraire sont complètement neufs? Et question pour Véronique Daubel peut-être ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider à réaliser toutes ces tâches qui leur tombent dessus dès l'intervention du mandataire judiciaire? Merci Julie. Alors en effet, la proportion de dirigeants qui arrivent suite à l'ouverture d'une procédure collective et qui ne savent pas justement ce qui va se passer par la suite est assez importante. Quand ils n'ont pas été conseillés avant soit le dépôt de bilan, soit assigné en liquide judiciaire. Et à nous d'être pédagogiques à l'ouverture de cette procédure, expliquer
d'une part le déroulé et également les conséquences, parce que qu'est-ce qui fait peur pour une entreprise, il y en a beaucoup qui se disent, ben voilà, ça y est, je vais être interdit de gérer, ou une faillite personnelle automatique, puis entreprendre par la suite. Donc, à charge pour nous d'expliquer véritablement les conséquences d'une ouverture de procédure, d'expliquer également quels sont éventuellement ce qui pourrait être reproché et qui puisse s'expliquer devant un tribunal par rapport à ça. Donc, beaucoup de pédagogie, mais aussi beaucoup d'humanité, parce qu'un entrepreneur qui arrive vient de perdre globalement prise, c'est en tout cas quelque chose, un projet qui a été mûri, un projet qui a été construit, accompagné au cours de nombreuses années et qui cristallise un peu un échec pour le dirigeant. Donc, à charge pour nous d'être très pédagogue et humain aussi dans le traitement de la procédure. Oui, Julie, je crois que ce qui ressort de cette interview, c'est que ce chef d'entreprise, il a eu la chance d'être formé dans son école, et donc il a reçu de l'information. Donc ce qui est très important, c'est que ces chefs d'entreprise, avant de rencontrer un administrateur ou un mandataire, ils aient reçu de l'information de la part d'un conseil qui peut être un avocat, un expert comptable, une formation à l'école, comme c'était le cas, ce qui réduit la peur, puisqu'il y a un accès à la connaissance du métier. Donc, concernant le rôle de l'avocat, c'est bien sûr de délivrer un maximum d'informations précises, étayées par des faits, etc., de fournir des guidelines, des calendriers, donc de guider, d'anticiper les différentes étapes d'une procédure à venir, de décliner des options, parce qu'on n'est jamais certain du déroulement de la procédure collective à venir, et également de sécuriser tous les actes pour que cet accès à la procédure collective, puisque c'est de ça dont il s'agit, eh bien, soit sécurisé, soit maîtrisé. Oui, bien sûr, il y a des risques. Oui, bien sûr, il y a des dangers, mais il faut les connaître, il faut les maîtriser. Et notre rôle, c'est d'apporter de l'anticipation sur toutes ces étapes, de l'information, et de définir aussi un calendrier plausible avec quelque chose de très concret. Alors, ça suppose bien sûr qu'on ait un dirigeant qui ne soit pas dans le déni, et je reviens aux propos d'Arnaud à ce sujet, qui accepte et qui reçoit cette information, qui la digère, qui se l'approprie, parce qu'il faut aussi qu'il s'approprie tout ce qui va se passer. C'est pas seulement des conseils, il faut qu'il les comprenne, qu'il les accepte. Donc je crois que c'est là le point essentiel pour que la confiance s'installe avec le conseil, bien sûr, puis ensuite auprès de l'administrateur, du mandataire. C'est très important d'instaurer cette confiance qui ne va pas de soi quand on ne connaît pas tous ces rouages et ce métier d'administrateur et de mandataire judiciaire. Oui, donc il s'agit finalement de passer de la peur à la protection ou de bâtir la confiance. Patrick Prigent, le thème de la démythification de l'échec vous est cher. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? D'abord, et tant ce que disait l'intervenant Jonathan que Véronique est important, ils mettent l'accent sur l'information. Et une des vraies difficultés à laquelle nous nous heurtons, c'est la méconnaissance par l'énorme majorité des chefs d'entreprise, voire de leurs conseils. Je ne vais pas me faire des copains, mais malheureusement, beaucoup d'avocats, beaucoup d'experts comptables ne connaissent pas grand-chose aux procédures collectives et en ont une vision un petit peu fantasmée, avec des pseudo-statistiques. On nous ressasse en permanence ces chiffres qu'on voit dans les marronniers de la presse économique. 95% des faillites se terminent par une liquidation judiciaire. C'est vrai, sauf que 80% des procédures collectives commencent par une liquidation judiciaire. Donc, si on s'intéresse aux boîtes qui entrent uniquement en redressement judiciaire ou a fortiori en sauvegarde, c'est-à-dire qui ont un tout petit peu anticipé leurs difficultés, qui ont été bien accompagnés par leurs conseils habituels, qu'ils soient juridiques ou financiers, et ben on augmente les chances de succès. On sait qu'on augmente les chances de succès aussi quand la restructuration sociale est prise le plus en amont possible et qu'elle n'est pas trop lourde, parce que c'est celle qui va être coûteuse. Et donc rien que ça, moi je sais que une des premières informations que j'essaie de donner aux chefs d'entreprise que je vais rencontrer pour la première fois et que je vais orienter vers une procédure collective ou qui vient me voir après l'ouverture de cette procédure collective, c'est de lui donner les propres stats de mon étude
encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, ou tu le disais, pardon Julie, on va pas commencer à se voyer. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, donc y compris lorsque j'étais collaborateur, à la louche, il y a un dossier sur 2 en redressement judiciaire qui sort en plan, et pour un plan qui a été élaboré avec l'assistance d'un praticien et notamment d'un administrateur judiciaire, ben c'est 80 voire 90% des plans qui vont à terme. Enfin, pour ma part, j'ai ce qu'on appelle en anglais un track record, on va dire un historique en bon français, qui est vraiment dans ces normes-là. Malheureusement, la culture française a encore tendance à stigmatiser l'échec et, complément de cette stigmatisation, à se complaire dans une vision qui est à mon sens fantasmée et négativiste. Alors, on va redonner la parole à Jonathan qui va nous expliquer lui-même comment il a fait ce cheminement et je vous fais réagir ensuite. Mon meilleur souvenir du redressement judiciaire, ça a été le moment où le président de chambre a écrit le nom de mon juge-commissaire avec un sourire empreint de bienveillance dans lequel on sentait qu'il nous confiait entre les mains de quelqu'un et non pas qu'il nous mettait quelqu'un pour nous juger. Ce que m'a apporté l'administrateur judiciaire, c'est la validation ou non de ce que je pensais ou de ce que je souhaitais mener comme action. C'est-à-dire que quand on est dirigeant, on est seul. Malgré le fait qu'on soit entouré d'équipes, malgré le fait qu'on ait un conseil d'administration, un board, quoi qu'il en soit, on est toujours seul. Le boulot de dirigeant est un boulot qui se mène seul et on se retrouve souvent face avec ses doutes et avec les doutes qui sont engendrés par l'incertitude sur telle ou telle décision, sur telle ou telle pensée. Et le fait d'être capable d'échanger avec un administrateur judiciaire en mode sparring partner dans l'attente d'acter définitivement d'une décision qu'on prend conjointement ou bien au moment d'appuyer sur le bouton d'avoir le sentiment d'en partager la responsabilité, je pense que c'est la réassurance dans la prise de décision et dans la façon de penser que m'a essentiellement apporté l'administrateur judiciaire. Alors, on entend Véronique Daubel, cette solitude du chef d'entreprise, c'est quelque chose que vous ressentez, vous, du côté de vos clients, et l'administrateur judiciaire est une aide pour ça? Oui, je crois que effectivement le dirigeant, il est un peu perdu et il a l'habitude de gérer le développement. C'est un entrepreneur, il est habitué à réussir et d'un seul coup, il va falloir gérer la crise, la pénurie, l'absence de ressources, toutes les difficultés s'accumulent en même temps et il ne voit pas comment il va pouvoir gérer la sortie et le rebond. Donc oui, l'administrateur judiciaire est un précieux allié objectif du chef d'entreprise et j'entends ce mot validation. Donc c'est bien une équipe à deux, c'est bien un binôme qui doit s'instaurer, évidemment en relation avec l'avocat qui est là pour faciliter tout ça, pour accélérer toute cette confiance et toutes ces étapes, parce que le temps est compté, le temps est un actif. Quand on est en difficulté, il faut se tenir à un calendrier, c'est pas facile de décider, de prendre des décisions rapides. Donc oui, le dirigeant n'est plus seul avec l'administrateur judiciaire. C'est évidemment l'expérience que j'ai. Arnaud Marion, votre retour d'expérience sur ce thème de la solitude? Oui, en fait, ce qui compte pour le dirigeant, c'est de réussir à comprendre le positionnement de l'administrateur judiciaire qui doit pas être un méchant, en fait, et de comprendre comment il va l'aider. C'est-à-dire que la bienveillance, elle se conjugue avec l'exigence de l'administrateur judiciaire. Et tant que le dirigeant ne comprend pas ça, pour lui, c'est un grand moment de solitude, bien évidemment, parce qu'il est un peu face à son destin. Ce qui est compliqué pour lui, c'est d'avoir à gérer deux horizons. En fait, il y a un horizon de court terme. Pardon, Arnaud Marion, pardon, je suis obligée de vous couper, priorité au direct, puisqu'on a l'intervention de monsieur Jean Messinesi, ancien président du tribunal de commerce de Paris. Il était disponible à 12h25, mais je vous redonne la parole juste après. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour, merci d'avoir accepté de participer à ce TMA Talk et de vous prêter au jeu de l'interview.
Monsieur Jean Messinesi a été président du tribunal de commerce de Paris de 2016 à 2019. Son expertise est aujourd'hui sollicitée par les pouvoirs publics à l'occasion de la crise économique qui est redoutée, bien évidemment. Et vous intervenez aussi dans le domaine de l'arbitrage international, ce qui vous donne une vision assez extensive des difficultés d'une manière générale. Monsieur le Président, vous avez été président, je venais de le rappeler, donc du tribunal de commerce pendant 4 ans. Vous avez siégé avant cela en chambre des procédures collectives. Quels souvenirs gardez-vous des mandataires de justice que vous avez vus travailler à vos côtés? Eh bien, c'est comme dans tous les métiers, j'en ai connu des très bons, j'en ai connu des très moyens et j'en ai connu des très mauvais. Cela dit, c'est un métier particulier qui, sans doute, est fondé sur la connaissance du droit et la connaissance de l'entreprise. Et d'ailleurs, beaucoup des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires ont cette double formation du droit et du chiffre. Mais il y a un aspect qui est très important et que tous n'ont pas, c'est l'aspect humain. Car en effet, le chef d'entreprise, lorsqu'il est face à cette épouvantable obligation, soit de faire appel à un conciliateur ou à un mandataire ad hoc au moment où il comprend qu'il y a des difficultés, soit de se voir nommer un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire dans le cas d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, et ben ce dirigeant d'entreprise, il a besoin qu'on l'aime et qu'on le choisit. Dans une tribune que vous avez fait paraître récemment dans le journal Le Monde, vous rappelez que l'accompagnement des chefs d'entreprise par des experts indépendants est un facteur essentiel de la survie des entreprises dans les 3 années qui suivent leur création, mais aussi quand elles sont confrontées à des turbulences en cours de parcours. C'est un thème qui vous tient à cœur, que vous avez développé à plusieurs reprises. En quoi votre vision de ces experts diffère-t-elle de la figure classique des administrateurs judiciaires? Les administrateurs judiciaires peuvent-ils être ces experts? Et sinon, que leur manque-t-il? Bon, c'est vrai que je suis très attaché à l'idée qu'il faut prendre les difficultés des entreprises aussi rapidement que possible, autant en amont que possible, et donc par définition, avant que le rôle de l'administrateur judiciaire devienne, si je puis dire, opportun, enfin que l'administrateur judiciaire devienne opportun, c'est-à-dire avant sans doute que le dirigeant envisage la conciliation ou le mandat ad hoc pour les procédures amiables ou les procédures judiciaires. Et je crois qu'il est très important que le dirigeant d'entreprise soit confronté aux difficultés qu'il connaît avec quelqu'un qui l'aide à en prendre conscience. Or, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chefs d'entreprise ne veulent pas voir les difficultés ou ne les voient que beaucoup trop tard et par ailleurs ne veulent pas en parler. Or, il faut que le chef d'entreprise puisse en parler. Alors, il existe en France un certain nombre de structures, petites, légères souvent, caritatives parfois, et même souvent d'ailleurs, qui se proposent d'aider le chef d'entreprise à prendre conscience de ses difficultés et surtout de lui indiquer des façons de les contourner ou de les résoudre. Or, je pense que l'expérience allemande menée par Attila van Brugge, qui s'appelle Team U, est une vraie expérience positive par rapport au système français totalement éparpillé, où il y a des CIP d'un côté, et je ne sais pas, quiconque a été voir un CIP une fois dans sa vie sait ce que ça peut être. C'est-à-dire, ah mon pauvre monsieur, vous avez des difficultés, eh bien allez voir un avocat, ou ah mon pauvre monsieur, vous avez des difficultés, il faudrait payer votre expert comptable parce que comme ça, il va continuer de vous donner des bonnes idées. Non, je crois qu'il faut que le chef d'entreprise puisse être accompagné par un ancien professionnel, par exemple un ancien banquier ou un ancien comptable, mais qu'il le fasse dans une relation contractuelle, c'est-à-dire où on paye modestement, bien sûr, mais où on paye le consultant et où celui-ci s'engage à donner les meilleurs conseils
mais bien entendu à ne pas gérer la société pour le dirigeant. Le problème de l'administrateur judiciaire, c'est que lui, il a une espèce de fonction qui fait peur au départ aux dirigeants. Il lui dit, moi je suis administrateur judiciaire, je suis un mandataire de justice et donc je vais vous donner des bons conseils et le pauvre dirigeant très souvent ne peut pas dire écoutez remettons ça en question parce que je ne me semble pas exactement la meilleure solution dans le cadre des difficultés que j'ai. Je vais vous prendre un exemple. Les administrateurs judiciaires sont des gens très savants, des vrais professionnels et ils jouent un rôle essentiel lorsque lorsqu'on entre dans la phase soit amiable, soit judiciaire. Mais ils ne peuvent pas connaître tous les secteurs d'économie et parfois ils se trompent. Les secteurs d'économie sont complexes et de plus en plus complexes et il y a très souvent des administrateurs judiciaires qui raisonnent de façon globale mais qui ne voient pas que dans un certain nombre de secteurs les choses peuvent être différentes. Oui, je vous cite, Monsieur le Président, en effet, vous indiquez il faut donc mettre à la disposition des chefs d'entreprise un soutien efficace, c'est-à-dire immédiatement opérationnel, accessible sur le plan financier et acceptable sur le plan humain. C'est ce que vous écriviez déjà en 2019 et c'est la raison de cette idée d'une association de chefs d'entreprise expérimentés qui interviendraient pour un prix modique aux côtés de leurs pairs. Le prix, c'est un barrage de votre point de vue? Non, je crois que ce qu'il faut, c'est que le chef d'entreprise ait l'impression qu'il fait appel à des professionnels organisés non pas en association caritative, mais en entreprise à vocation, peut-être à vocation sociale ou en entreprise d'une manière générale. Mais il faut que le chef d'entreprise comprenne qu'il a besoin, par exemple, d'un spécialiste de la digitalisation. Il a besoin d'un type qui va parler à la banque très en amont, avant même que la banque commence à faire, si vous voulez, à mettre dans le département des affaires spéciales le dossier du chef d'entreprise et avant que l'on ait pu faire des provisions importantes, ce qui fait qu'à ce moment-là, généralement, la banque dit ben, moi j'ai provisionné, c'est fini. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une véritable relation contractuelle entre le chef d'entreprise et le consultant. Ceci vaut bien entendu essentiellement pour les petites entreprises, celles qui ne peuvent pas se payer des cabinets intelligents, très compétents, qui eux vont aider l'entreprise dans une relation contractuelle et qui généralement arrivent à de très bons résultats. Ce que je voudrais dire, c'est que en France, il n'existe pas ce côté, si vous voulez, solidaire et patriote des Allemands. Et donc, le chef d'entreprise n'ose pas parler à ses pairs, il n'ose pas parler aux gens qui sont à côté de lui, et c'est ça qui amène très souvent les difficultés, la multiplication des difficultés dans les entreprises. J'ajouterai simplement qu'il est essentiel que la relation soit une relation contractuelle de façon à ce qu'on choisisse les spécialistes dans le domaine dans lequel les difficultés apparaissent. Ça peut être les relations avec les fournisseurs, ça peut être les relations avec la banque, ça peut être un problème de stratégie, ça peut être tout un tas de problèmes. Eh bien, il faut que le dirigeant puisse choisir ses meilleurs consultants. Merci, Monsieur le Président. Une dernière question brève, sans abuser de votre temps, car je sais que vous êtes pris ensuite. On a commencé à aborder, on le fera encore tout à l'heure, la spécificité du mandataire de justice, qui est celle de l'indépendance. Vous citez dans vos différentes tribunes les travaux de Guillaume Plantin et Jean Tirole, qui recommandent une évolution du droit des faillites vers une meilleure protection des créanciers. Pour opérer ces arbitrages délicats entre l'intérêt de l'entreprise du dirigeant et l'intérêt de ses créanciers, pourra-t-on se passer de la figure du mandataire de justice indépendant? Non, pas du tout.
Au contraire, c'est lui qui a un rôle essentiel à jouer. Il y a plusieurs aspects dans ce que disent Plantin, Thémard et Tirole, mais et je ne m'arrêterai qu'à un seul, c'est celui, si vous voulez, du choix, par exemple, du repreneur. Vous savez que dans tous les dossiers, le tribunal demande au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire de donner leur avis sur les pollicitants ou sur les repreneurs qui ont fait acte de candidature. Et très souvent, et ceci est particulièrement vrai en province, très souvent, tout le monde tente à protéger l'emploi. Or, protéger l'emploi à court terme, ce n'est pas protéger l'emploi à long terme. Et malheureusement, on a le sentiment que en France, la priorité, c'est protéger l'emploi, alors que ça devrait être sauvegarder l'entreprise. Merci, Monsieur le Président. Merci, Maître. Vous restez avec nous si vous le souhaitez, mais je sais que vous avez aussi d'autres occupations, mais merci en tout cas de nous avoir consacré un peu de temps. Alors, pendant l'interview du président Messinesi, je voyais Patrick Prigent qui réagissait en tout cas sur son langage corporel. Patrick Prigent, est-ce que vous voulez réagir? Qu'est-ce que cette interview vous inspire sur ce thème en fait dont on voyait bien qu'il était abordé par Monsieur Messinesi? Comment le pouvoir peut se partager de manière efficace entre le dirigeant et le mandataire? Alors, je suis pas sûr que cette question-là ait été franchement abordée par le président Messinesi. Le partage du pouvoir, c'est un autre sujet. Arnaud avait, à mon sens, commencé à l'aborder tout à l'heure. Donc, si tu veux bien, moi, je voudrais d'abord réagir aux propos du président Messinesi pour dire qu'on ne peut être que d'accord avec certains d'entre eux. Il y a des constats. Sauvegarder l'entreprise, d'abord, c'est l'impératif qui est fixé par la loi, et effectivement, il prime celui du maintien de l'emploi, en tout cas du maintien de l'emploi à court terme, parce que les deux, à moyen terme, se rejoignent. Et pour ma part, et j'ose espérer que c'est la pratique de la plupart de nos confrères, il nous est demandé un avis, et notre avis doit effectivement non pas dire quelle est l'offre qui sauve le plus d'emplois tout de suite, parce que c'est à la limite il suffit de savoir lire des chiffres et de regarder une offre. Si le tribunal a besoin que nous lui donnions un avis au regard de la connaissance que nous avons de l'entreprise, du secteur d'activité, c'est un autre point qui a été évoqué par le président Messinesi, et des informations que nous avons pu recueillir sur le candidat, et ben c'est pas de savoir s'il en reprend 50 ou l'autre qui en reprend 55. C'est à terme, à échéance 2 ou 3 ans, et sans prétendre lire dans le mar de café, lequel présente le plus de perspectives de maintenir le plus grand nombre d'emplois. Voilà. Le président évoquait le fait qu'en province, je ne sais pas si c'est en province, j'ai envie de dire dans certains bassins d'emploi extrêmement déprimés, et Arnaud notamment a eu à en connaître, il est évident que quand le premier employeur d'une zone déjà économiquement déprimée rentre dans une procédure collective, l'impact social est tellement important que les pouvoirs publics, l'ensemble des acteurs du secteur ont pour ambition d'essayer de limiter la casse, et effectivement de limiter la casse à court terme. Et malheureusement, on voit dans certains secteurs d'activité, et une de nos consoeurs très compétente et très connue a d'ailleurs théorisé la chose, des cessions d'entreprises qui jouent le rôle d'amortisseur social. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'à terme, soit l'unité industrielle va complètement disparaître, soit en tout cas, elle ne sera plus ce qu'elle a été. Et pour avoir employé 1000 salariés dans les années 80, elle en emploiera 50 dans les années 2050. Mais on ne peut pas passer de 1000 à 50 trop brutalement. Il faut laisser le temps au territoire de s'adapter. Et donc, la juridiction commerciale et les mandataires de justice qui travaillent avec cette juridiction commerciale contribuent à ce rôle. Sans vouloir trop monopoliser la parole, je voudrais juste souligner la difficulté qu'il y a, ou la mince frontière qu'il peut y avoir entre connaissance et connivence. Bien sûr qu'il est préférable qu'interviennent sur un dossier des gens compétents dans la problématique en cause. La problématique en cause peut être une problématique fonctionnelle,
le virage de la digitalisation par exemple, ou une problématique sectorielle. Maintenant, et notamment quand on est sur une problématique sectorielle, certains de nos confrères sont, parce qu'ils en ont plus l'expérience, parce qu'ils exercent principalement dans un bassin industriel dans lequel ce secteur d'activité est prégnant, par exemple, ils connaissent très bien le secteur de l'industrie automobile. Le problème, c'est que quand vous connaissez très bien le secteur de l'industrie automobile en France, vous finissez par très bien connaître les acteurs de l'industrie automobile. Et comme ils ne sont pas très nombreux, en gros, il y a 2 donneurs d'ordre, et la limite entre cette expertise et une éventuelle connivence, ou en tout cas une relation trop étroite, peut être délicate. Alors, j'avais dit que je redonnerais la parole à Arnaud Marion, qui a été interrompu par l'interview. Arnaud, vous nous expliquiez qu'il fallait conjuguer bienveillance et exigence. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est une équipe qui se met en place autour du dirigeant, qui inclut le mandataire de justice, mais pas que? Oui, il y a nécessairement un jeu de rôle. Ce que j'étais en train de dire, c'est, je vais essayer d'aller très très vite, parce que je sais qu'on est déjà un petit peu en retard. Le dirigeant, dans cette situation, il se trouve confronté à ce qui est possible et pas possible. Et il le découvre. Il avait peut-être un peu idéalisé ce que pouvait être une procédure de redressement judiciaire. Et donc, il doit gérer 2 horizons de temps. Un horizon de court terme, parce qu'il doit gérer l'entreprise et son administrateur judiciaire lui dit « Ouais, mais là, vous devez me payer les charges sociales. Ouais, mais là, vous ne pouvez pas ne pas payer les charges fiscales ou ce genre de choses. » Et puis, il doit gérer un deuxième horizon, c'est-à-dire sa sortie de crise, sa sortie de redressement judiciaire. Et là, il découvre, et je reprends, je suis complètement en accord avec les 2 interventions de pratique, pas de tous les intervenants, mais celle de Patrick en tout cas, c'est-à-dire qu'il découvre qu'il est en conflit d'intérêt avec lui-même. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se dit « Ah zut, il faut que tout d'un coup, il va falloir que je privilégie mon entreprise par rapport à mes intérêts personnels d'actionnaire, parce que par exemple, il faut trouver un accord avec un créancier ou qu'il faut faire rentrer quelqu'un d'autre au capital. » Donc, du coup, ça lui jette à la figure le fait que peut-être qu'il est venu trop tard, d'où le titre de mon premier livre. Et effectivement, tout ça avec en plus une notion de timekeeper qui est le mandataire de justice qui lui dit oui, mais attention, il va falloir faire ça dans tel délai ou autre. Et parfois le temps aussi joue contre nous. Plus ça dure, plus c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut trouver parfois le financement d'une période d'observation, le temps de faire muter un modèle économique. Donc je crois qu'il y a ça. Et puis moi, je voudrais terminer là-dessus. Moi, je me trouve entre le dirigeant et l'administrateur judiciaire. Du coup, en fait, moi, j'utilise beaucoup l'administrateur judiciaire. J'aime bien le faire parler pour dire à mon client, le chef d'entreprise, oui, mais ça, c'est pas possible. Là, il nous faut un financement de l'APO. Là, on ne peut pas faire ça parce que le dirigeant continue à diriger un peu comme avant. Et n'oubliez pas qu'avant de venir et de passer les portes du tribunal, généralement, il a plutôt géré son entreprise pendant plusieurs mois, parfois 1 an, 6 mois, 1 an, parfois plus d'ailleurs, avec une version dégradée en fait. Donc, il s'est accommodé d'un certain nombre de pratiques qui du jour au lendemain ne sont plus pratiques. Donc, moi, je me fais l'intermédiaire entre ce qui est possible et pas possible. Alors, on va revoir ce que Jonathan a à nous dire sur ce sujet, puisqu'il a fait toute l'expérience. Vous allez voir, ça dépote. Mon meilleur souvenir, il est très mesquin, mais mon meilleur souvenir, c'est d'avoir vu les gens avec lesquels j'étais en conflit, avec lesquels j'essayais de communiquer depuis 4 mois et qui me refusaient audience, de les voir menacer une 30aine de fois au cours d'1 heure de quitter la table des négociations et devant la gravité de le faire, non plus en face de moi seul, mais en face de l'administrateur judiciaire, de les voir à 30 reprises rebrousser chemin et se rasseoir. Ce que m'a apporté le mandataire ad hoc pour négocier, c'est de la pression. C'est une pression hyper positive qui tombe immédiatement de notre côté, dans notre plateau de la balance, pour renforcer notre position. C'est ça que m'a apporté l'administrateur judiciaire. C'est qu'au jour où le premier mail est parti pour inviter
mes contreparties dans le cadre d'une réunion à venir échanger avec nous. Il y avait tout le poids du tribunal de commerce qui était derrière chacun des mots qui étaient posés sur l'écran blanc de mes destinataires. Et ça fait énormément de bien. C'est ça que m'a apporté l'administrateur judiciaire. Alors, quand on écoute Jonathan, on voit bien qu'il y a une espèce de dignité attachée à la fonction de l'administrateur ou du mandataire de justice qui conjugue une autorité naturelle. Lucille Jouve, est-ce que c'est des choses que vous ressentez? Les mandataires de justice font aussi aujourd'hui du mandat ad hoc. Est-ce que vous voyez dans le regard de vos interlocuteurs que la situation est davantage prise au sérieux quand vous rentrez dans la pièce? Au sérieux, en tout cas, je ne sais pas trop, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que la fonction, que ce soit administrateur ou mandataire judiciaire, d'un autre côté, nous sommes des auxiliaires de justice, donc le fait de rentrer dans ce process, ce circuit, ça apporte quand même un certain point, un certain crédit auprès des chefs d'entreprise, et ils s'en remettent à nous aussi d'un autre côté. Donc c'est ce lien qui se tisse à partir de ce moment où s'ouvre la porte est très important, et à nous de pouvoir également expliquer, comme je l'indiquais avant, expliquer avec toute l'humanité qu'il faut, parce qu'il y aura certainement des décisions à prendre qui ne seront pas faciles, pas forcément celles qui étaient attendues au début, donc beaucoup de pédagogie et d'accompagnement du dirigeant au cours de ces phases qui se construisent à deux finalement, ou à plusieurs en fonction des différentes procédures. Donc, je reviens un peu sur ce thème de l'équipe. Il y a une forme de partage du pouvoir, il y a aussi de la crédibilité à restaurer vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Véronique Daubel, vous-même, quand vous intervenez comme avocate dans ce type de situation, est-ce que vous ressentez l'attitude des interlocuteurs qui change? Est-ce que l'expérience dont Jonathan nous fait part, c'est des choses que vos clients vous restituent aussi à la fin du dossier? Oui, absolument. Le dirigeant évoque le mandat ad hoc, la conciliation et ces réunions au cours desquelles les créanciers s'expriment. C'est très important. Les créanciers ont la parole pendant le temps de la conciliation, du mandat ad hoc, et ils vont pouvoir exprimer parfois assez violemment les reproches qu'ils peuvent faire à la gestion passée du chef d'entreprise. Mais c'est une période nécessaire, et donc il faut canaliser toutes ces énergies. Le temps, encore une fois, est fondamental, et j'insiste sur le fait que ces périodes amiables de conciliation, ces procédures préventives constituent une fenêtre, un momentum très précieux pour que tous les échanges aient lieu entre les créanciers, le chef d'entreprise, et rétablir un peu de sérénité sous l'autorité bienveillante, on l'a bien compris, de l'administrateur ou du mandataire s'il est également mandataire ad hoc en tout cas. Et ça, c'est fondamental. Donc, oui, il y a un apprentissage de l'équilibre des intérêts en présence qui évolue tout au long d'une procédure amiable et puis collective. Jean, vous-même, comme mandataire ad hoc, vous les abordez comment, les dossiers? Bon, oui, je disais que c'est sans doute l'exercice le plus compliqué pour le mandataire de justice, notamment parce que dans la prévention, certes, il incarne un petit peu le pouvoir du tribunal, mais ce pouvoir du tribunal, il est extrêmement limité. Vous savez que les outils de coercition judiciaire existent un peu en conciliation, pas du tout en mandat ad hoc. La prévention est un processus strictement conventionnel. L'énorme avantage, c'est que dans ce système-là, dans cette procédure-là, le chef d'entreprise est venu volontairement. Il a peut-être été un peu poussé dans le dos par certains de ses créanciers, par ses conseils, mais il est venu, il a choisi son mandataire de justice, ça c'est extrêmement important. Ce qui d'ailleurs est de plus en plus vrai aussi en procédure collective. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en sauvegarde, voire en redressement judiciaire, le chef d'entreprise a au moins un pouvoir de proposition au tribunal. Et le tribunal dispose. Après, c'est un petit peu compliqué, mais Jonathan nous a
assez bien illustrait, je crois, le propos, c'est-à-dire que l'autorité du mandataire de justice est telle, qu'elle soit symbolique, qu'elle soit liée à son expérience professionnelle ou à sa personnalité, parce que c'est aussi un des éléments d'exercice de nos professions, nos personnalités, que les interlocuteurs ne quittent pas la table facilement. Voilà. Et c'est là aussi où il faut arbitrer entre les intérêts des débiteurs, les intérêts des créanciers. C'est là où l'indépendance est capitale. Alors, tout ceci a un coût. Ce coût est souvent critiqué pour la difficulté d'accès qu'il introduit en biaisant en fait la capacité des dirigeants à venir s'emparer de ce type d'outils et en profiter. Comment vous voyez l'évolution du métier, particulièrement sur ce sujet du coût? Lucile Jouve, est-ce que vous entendez beaucoup de dirigeants se plaindre du coût des procédures? J'allais dire beaucoup moins maintenant. Pourquoi? Parce que le coût qui est fixé par décret, en tout cas pour la partie judiciaire, est un coût qui est publié maintenant sur les sites. On a l'obligation de communiquer plus largement sur ce point. C'est un élément qui est plus maîtrisé aujourd'hui et plus quantifiable avant de venir en procédure. Et même ce coût, quand bien même le dirigeant n'est pas connaissant au moment où l'ouverture de la procédure se fait, il doit être expliqué dès le démarrage. Expliquer les bases de calcul, mais également comment c'est calculé, à quel moment les factures éventuellement, ou en tout cas les décisions qui fixent les émoluments seront rendues. Et c'est un élément très important. Pourquoi? Parce que en effet, on n'a pas forcément l'impression pour le dirigeant qu'il ait eu la connaissance du fait qu'un mandataire judiciaire ou un administrateur judiciaire était une entreprise également en elle-même et qu'il faille nécessairement procéder à un règlement d'émoluments ou d'honoraires. Et donc, être très transparent par rapport à ce coût. Et les instances professionnelles ont fait en sorte, au fur et à mesure des années, d'établir des grilles très simples de calcul qui sont publiées et qui apparaissent, si on les cherche, tout de suite au niveau des sites des instances sans difficulté. Alors le coût, évidemment, c'est aussi la contrepartie qu'il y a en face et dont l'utilité est ressentie par le dirigeant. Nous allons voir ce que notre chef d'entreprise a à nous dire sur cette question. Avant la diffusion de cette vidéo, je rappelle que vous pouvez poser vos questions et n'hésitez pas à le faire sur le chat, puisque nous abordons rapidement la fin de ce sujet et que nous pourrons ensuite répondre à vos questions. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est maintenant, c'est sur le chat. Non, j'ai trouvé ça plus onéreux que ma facture de plombier, mais par rapport à ce que ça m'a rapporté, non, sans commune mesure, d'autant plus qu'on avait réussi à négocier avec un professionnel très intelligent comment dire, une variabilité dans les émoluments et un success fee tout simplement en cas de succès de la mission qui lui était confiée. Donc finalement, quand on voit qu'on a fait carton plein sur les objectifs de la mission, non, on n'a pas payé cher. Oui, sans la moindre hésitation. S'il fallait retourner au tribunal de commerce pour faire une prévention, je pense même, pour être très honnête avec vous, je comprends comment dire, l'obligation de respecter 6 mois de délai entre deux procédures amiables. Ça évite évidemment l'engorgement des tribunaux, mais j'aimerais tellement, moi, j'attends personnellement la fin du délai de 6 mois pour me dire que je peux y avoir recours à 2 rechefs si jamais j'en avais besoin. J'en comprends le principe, mais j'attends la fin de ce délai de 6 mois avec la plus grande des impatiences, parce que cet outil qui a été mis à disposition m'a réduit mon BFR des 3/4 et a permis de recouvrer la rentabilité sur certaines des sociétés dès la fin de l'exercice en cours. Alors, Arnaud Marion, Véronique Daubel, plus cher qu'une facture de plombier, le coût d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire ou d'une procédure, ça vous inspire quoi? D'abord qu'il n'y a pas que l'administrateur et le mandataire, il y a les experts comptables et financiers, les avocats. Donc, oui, ça représente des coûts importants, mais moi, j'ai commencé dans ces métiers il y a longtemps, il y a près de 30 ans également. Et à l'époque, on avait une banque. Le contrat de prêt, il faisait 10 pages. Aujourd'hui, on a des PME qui font quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont plusieurs prêts obligataires, des poules bancaires. Enfin bref, une complexité financière importante. Et dès qu'on touche à tous ces accords, bah forcément,
Il y a un accord cadre, il faut décliner dans les détails des modifications, des contrats de crédit, des prêts, etc. Donc ça implique un travail énorme dans un minimum de temps pour aboutir à des accords rédigés, parce qu'il ne faut pas seulement les discuter, mais il faut les mettre en œuvre, et encore une fois, le diable se cache dans les détails. Donc, on l'a entendu, le chef d'entreprise dit, finalement, oui, ça coûte cher, mais le gain, quel est-il? C'est un gain de temps, donc c'est un gain d'argent pour lui. Il a réduit son besoin de BFR, et donc on comprend que pour lui, ça n'a pas de vrai prix. La valeur financière, les honoraires qu'il a réglés sont sans commune mesure avec le bénéfice qu'il a pu obtenir du résultat de cette situation. Sur ce sujet aussi, efficacité, coût? Ouais, en fait, faut pas confondre les honoraires des mandataires de justice avec les honoraires de la procédure. Oui, ça coûte cher d'être en RJ, notamment, ou en mandat ad hoc. Pourquoi? Parce que il y a souvent ou les créanciers ou le tribunal, enfin, ou administrateur ou mandataire, qui demandent des expertises financières. Ça nécessite bien évidemment de beaucoup assister le dirigeant pour les avocats ou pour des gens comme moi, ou parfois on s'aperçoit qu'il manque du monde et on va lui recruter quelqu'un. Je crois que c'est surtout ça qui coûte cher. Il y a des sujets sur les coûts, mais qui sont liés, on va dire, sur un certain nombre de gros dossiers, mais qui sont finalement quelques dossiers. Donc, je pense que c'est pas trop le sujet de ce que ça coûte au niveau des mandataires judiciaires, parce que finalement, c'est pas si cher quand ça marche. Je pense que c'est tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour crédibiliser un dossier, parce que aujourd'hui tout le monde veut un rapport de tel cabinet. Il y a tout un tas de sujets qui sont juridiques, qui sont à étudier. Et quand on prend à chaque fois les sujets de clauses de réserve de propriété, les sujets de contrat, etc., à chaque fois, on fait intervenir l'avocat, et c'est normal, on fait intervenir les sachants. Donc, je crois que c'est l'empilement des coûts, et souvent, ça, les dirigeants n'y sont pas prêts. Et puis, après, la contrepartie, elle est claire, hein, c'est risk-reward, c'est la contrepartie, je garde mon entreprise ou je ne la garde pas. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions toujours dans le chat pour que les intervenants y répondent dans les minutes qui viennent. Patrick Prigent, ce dirigeant, nous dit quand même, moi, j'y retourne demain, j'étais très content de l'expérience, ça m'a apporté beaucoup. Il confond d'ailleurs le délai de viduité de 3 mois de la conciliation avec le délai de 6 mois quand on change de siège social, ce qui veut bien dire que tous ces sujets sont compliqués. Mais néanmoins, il nous dit, j'y retourne demain, ça m'a plu, ça m'a servi. Ça doit vous faire plaisir d'entendre ça. Enfin, surtout, ce que je lui souhaite, excusez-moi, je vérifiais que j'avais bien mis le micro. Ce que je lui souhaite, c'est de ne pas avoir vraiment besoin, que ce soit au bout de 3 mois ou de 6 mois, à nouveau de son conciliateur, si ce n'est peut-être effectivement pour échanger, pour donner un avis sur des choses parfois complètement anodines. Mais alors, effectivement, ça me fait très plaisir. À titre personnel, moi, j'ai quelques-uns de mes ex-administrés qui sont devenus des copains 10 ans après. À force de se fréquenter professionnellement, de se voir, on a fini par nouer des relations personnelles. Et je suis certain que si Jonathan passe un coup de fil à son conciliateur pour lui demander une préconisation sur telle ou telle question à laquelle il est confronté, celui-ci, puisqu'apparemment ça s'est bien passé entre eux, lui répondra sans la moindre difficulté et en tout cas sans facturer les minutes de consultation, voilà, s'il fallait appeler ça comme ça. Nous arrivons à la fin de ce TMA Talk. Je rappelle que vous pouvez encore, dans les secondes qui viennent et avant la clôture, poser vos questions dans le chat. Si ce n'est pas le cas, ces questions peuvent vous venir après coup. Vous pouvez les faire passer sur le site TMA et nos intervenants y répondront. Si tu me permets… Oui, Patrick ?
Non, mais juste puisque s'il n'y a pas de question, ajouter un point en complément de ce que disait Arnaud et pour souligner, bien sûr, il y a des diligences à mettre en œuvre dans le cadre des procédures de prévention et a fortiori dans le cadre enfin pas a fortiori, et aussi dans le cadre des procédures collectives. Ce ne sont pas les mêmes. Ces diligences, elles sont exigées par les différents acteurs, qu'il s'agisse du tribunal en procédure collective ou par les créanciers, voire les pouvoirs publics dans les procédures de prévention. Et c'est une évidence, avant de consentir des efforts de la part des créanciers, avant de mettre en place des subventions, des dispositifs de moratoire fiscaux et sociaux de la part des pouvoirs publics, encore faut-il s'assurer de l'efficacité de ces efforts qui vont être réalisés. Et donc, effectuer un audit externe, un IBR, enfin tous les noms qu'on veut bien leur donner, c'est coûteux. Et c'est d'autant plus coûteux, je vais essayer de boucler la boucle, que le sujet est pris tardivement. On utilise souvent l'analogie médicale. On traite mieux et pour moins cher quand on prend la maladie au début que quand on la prend dans sa phase terminale. C'est exactement la même question, et avec cette énorme difficulté à laquelle nous nous heurtons en France, qui est une difficulté, à mon avis, avant tout culturelle, avant d'être liée ne serait-ce qu'à la peur du tribunal, au barrage financier. Je pense que l'aspect tarifaire est probablement le moins significatif de tous. C'est vraiment cette peur de la stigmatisation, cette peur de l'échec qui est quasi balsacienne et qui imprègne la culture française. Et c'est donc là-dessus que nous allons pouvoir clôturer. Donc, je récapitule brièvement ce qu'il est sorti de ce 5e TMA Talk. N'hésitez pas à y aller vite. Démythifions l'échec. L'échec est là pour être surmonté. Et en face de chaque coût, il y a une contrepartie. Si la contrepartie est là, la dépense est justifiée. C'est donc la fin de ce TMA Talk. Merci à tout le monde, à tous les intervenants d'avoir animé cette heure avec moi. Merci Véronique Daubel, merci Patrick Prigent, merci Lucille Jouve, merci Arnaud Marion. Je rappelle votre livre en parution en librairie ce jour, 21 semaines pour se relever de la crise, aux éditions Erol. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre prochain TMA Talk le 17 juin à 12h30. Nous parlerons d'une revue du régime anglais de restructuration. Ce sera avec la participation d'Emma Gatto, Richard Tett, Freshfields Bruckor, Deringer à Londres. Merci à tous et bon après-midi. Des gens qui vont venir de domaines différents, on va avoir des avocats, on va avoir des spécialistes de la restructuration, on va avoir des financiers, et tous ces gens-là sont en train de construire quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Avec cette association internationale qui crée le Chapter France, on va pouvoir échanger entre professionnels du restructuring. Et puis, on va pouvoir partager des bonnes pratiques. On est vraiment dans une association qui comble un besoin. Je pense qu'on aura du succès, donc on va voir ça dans les jours et mois qui viennent. Et on espère que tout le monde va suivre le mouvement et notamment tous les professionnels du secteur pour faire de cette association une réussite.